Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Excellences, Madame la conseillère d'État, Madame la vice-rectrice, Madame la directrice de l'Institut des hautes études internationales et du développement, Mesdames les intervenantes et Messieurs les intervenants, chères étudiantes et chers étudiants, Mesdames, Messieurs. L'Université de Genève et le Global Studies Institute sont fiers et honorés de vous accueillir à la soirée d'ouverture de la 12e édition de la Semaine des droits humains. En choisissant comme thème les incertitudes de la démocratie, cette édition 2024 propose un regard aussi critique que possible sur les conséquences de ces incertitudes telles qu'elles pèsent sur le fonctionnement des démocraties, leurs principes constitutifs et la gouvernance du système international. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en avant dans cette soirée. Cette soirée sera articulée autour de 4 moments. Le premier moment sera constitué des 2 allocutions officielles qui seront prononcées par Madame la vice-rectrice de l'Université de Genève, puis par Madame la conseillère d'État de la République et canton de Genève. Le second moment prendra la forme d'une lecture par Madame Rim Battal, artiste et poète. Le troisième moment sera la table ronde autour du thème « Faut-il inscrire les conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité ?» Enfin, nous conclurons cette soirée par une lecture performée de Rim Battal que nous retrouverons, accompagnée de la musicienne Alexandra Bellon sur la scène du Puy de Lumière au premier étage d'Unis du Four dans le même bâtiment. C'est donc un programme très riche que nous vous invitons ce soir, comme durant l'ensemble de cette semaine des droits humains et qui, fête exceptionnelle cette année, se prolonge jusqu'au 20 novembre, notamment avec la conférence de Philippe Lazzarini sur les enjeux liés à l'UNRWA. Enfin, je souhaiterais remercier l'ensemble des partenaires sans qui cette semaine des droits humains n'aurait pas pu être possible et qui, année après année, ont permis de développer un regard critique et humaniste des droits humains en privilégiant une approche interdisciplinaire qui est chère au GSI et en variant les formats. Colloques scientifiques, tables rondes, projections, expositions et performances artistiques. Aussi, je tiens à remercier le département fédéral des affaires étrangères, la République et le canton de Genève, la ville de Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains, le service égalité et diversité de l'Université de Genève, le Geneva Heritage Lab et la Maison de l'Histoire, le Festival des Créatives, la Fédération internationale pour les droits humains, la Fondation Martin & Hals, le Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, section Genève, la Ligue suisse des droits humains, le Club suisse de la presse, la Société de lecture, the Swiss Alliance for Web Awareness, Resources, Education and Ethics, Swiss Aware, Public Eye, les photographes Carla da Silva et Enrico Castadeldo, et pour la communauté étudiante, l'Association des étudiantes et étudiants en sciences politiques et relations internationales, l'AESPRI, l'Association des étudiantes et étudiants kurdes de l'Université de Genève, l'ADEC, Amnesty Unie-GE et Forhaus. J'ai maintenant le plaisir d'inviter la vice-rectrice à l'enseignement de l'Université de Genève, Madame Martine Collard, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. Les salutations protocolaires ayant été faites par le président de la Semaine des droits humains, permettez-moi de vous saluer, vous toutes et tous présents ce soir en vos noms et qualités respectives. La Semaine des droits humains que le Global Studies Institute de l'Université de Genève organise depuis 2013 est une initiative de notre récente lauréate de la médaille de l'université, Madame Micheline Calmiret, ancienne présidente de la Confédération et qui sera ce soir une de nos intervenantes à la table ronde d'ouverture, dont l'ancrage est autant académique que politique, avec la question « Faut-il inscrire les conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité ?» Consacrée aux incertitudes de la démocratie, l'édition 2024 de la Semaine des droits humains propose une vingtaine d'événements avec le soutien de nos partenaires, et notamment, comme cela a été dit, le département fédéral des affaires étrangères, la République et le canton de Genève et son département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, la ville de Genève,
le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la Fondation Martin Henal, pour n'en citer que quelques-uns. Cette semaine des droits humains est aussi un lieu de débat privilégié pour notre communauté étudiante qui porte plusieurs événements et notamment les Geneva Human Rights Talks consacrés à la question « Retour de la guerre, comment assurer la continuité des instruments démocratiques ». Réfléchir, débattre et réagir, telle est l'articulation de cette édition qui fera la part belle aux conférences, au dialogue avec la cité, tout en offrant également des performances artistiques et des expositions au fil de la semaine. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la Semaine des droits humains que de convoquer tous les formats propices aux échanges et au développement de l'esprit critique. C'est aussi une façon de réaffirmer l'importance de la liberté d'expression et du droit de toutes et tous à débattre, à faire valoir des arguments, à assumer des désaccords. C'est précisément une condition nécessaire de la pensée académique et plus largement au bon fonctionnement de nos démocraties. Face aux tensions et au durcissement des positions exprimées, face aux incertitudes des changements politiques, sociaux et géopolitiques en Europe comme sur les autres continents, surtout sur les autres continents, ajouterai-je, cette liberté doit être encadrée par des principes clairs qui la protègent, rejet de toute forme d'appel à la haine et à la violence. Les récentes élections américaines nous ont notamment montré que la défense de la démocratie, argument brandi par le camp démocrate face au risque d'une descente des États-Unis dans l'autoritarisme, n'a pas porté. C'est tout l'enjeu de l'édition 2024 de la Semaine des droits humains. L'incertitude qui caractérise le fonctionnement de nos démocraties est une force lorsqu'elle permet le renouvellement du personnel politique et la création du nouveau consensus porté par une nouvelle légitimité politique et sociale. Elle devient une faiblesse quand cette incertitude nourrit l'autoritarisme. Dans ce contexte, le rôle des acteurs universitaires et celui de notre université est fondamental. Consciente dans son rôle, bâtisseuse de paix, comme toutes les universités dans le monde, l'Université de Genève s'attache à appréhender, analyser et comprendre les multiples dimensions de notre environnement global et international au travers d'une réflexion critique et humaniste. Les rendez-vous proposés par le Global Studies Institute à l'occasion de cette Semaine des droits humains sont aussi une façon de rappeler l'engagement de notre université pour le respect des droits humains et du droit international humanitaire, l'importance de la politique des bons offices si chers à la Suisse pour la résolution des conflits. C'est aussi, en toute modestie, l'occasion de rappeler l'expertise qu'apportent les membres de notre communauté face aux incertitudes de la démocratie via leurs analyses et leurs recherches. Je vous souhaite une semaine de débats passionnants et passionnés et j'invite maintenant Madame Carole Ann Kanst, conseillère d'État chargée du département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève, à prononcer son mot d'accueil. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Mesdames et messieurs, les salutations protocolaires ayant été déjà formulées, permettez-moi simplement de m'y associer. Au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence d'ouverture à la Semaine des droits humains 2024. Je remercie son président, le professeur Esposito, pour son invitation à m'exprimer brièvement en ouverture de cette conférence, car la question qui sera débattue ce soir, faut-il inscrire les conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité, constitue un enjeu et une question majeure. Un enjeu qui vous concerne en tant que citoyennes et citoyens, mais c'est surtout un enjeu qui nous concerne, nous, autorités cantonales, nationales et internationales. Ce thème, d'une grande pertinence, nous renvoie à un héritage précieux et unique, celui de Genève en tant que berceau du droit international humanitaire, celui d'un lieu et d'un esprit qui a permis l'émergence d'un droit supranational, d'idées universelles qui semblent toujours plus nécessaires à notre humanité. Cette année marque le 75e anniversaire de la signature des Conventions de Genève.
Et cela constitue un jalon essentiel dans l'histoire de notre monde. À l'heure où les conflits asymétriques se multiplient, où de plus en plus d'acteurs non étatiques ou para-étatiques s'impliquent dans les guerres, le respect des principes du droit international humanitaire est devenu toujours plus urgent et vital. Le soutien de la Suisse dans la promotion, mais aussi dans la défense de ces normes universelles n'a jamais été aussi crucial. Si la proposition d'inscrire les conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité est donc tout à fait pertinente, elle invite par ailleurs à une réflexion plus large. On pourrait aussi se poser la même question concernant la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée à Paris 1 an avant les conventions de Genève. Cette déclaration, tout comme les conventions de Genève, consacre des valeurs piliers de l'ordre mondial bâti il y a 75 ans, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Des valeurs aujourd'hui toujours plus menacées par la montée de puissances autocratiques qui cherchent à affaiblir les bases mêmes de cet édifice humaniste et multilatéral. Des valeurs menacées également de l'intérieur par la multiplication des voix extrémistes et polarisantes qui cherchent à diviser afin de faire avancer leurs propres agendas. Face à ces menaces et à ces défis, il nous revient à tous de défendre avec ferveur ces valeurs d'humanisme et de fraternité qui protègent notre humanité et renforcent ce qu'il y a de plus précieux dans notre civilisation. Je salue donc vivement le sujet de cette table ronde qui lance cette semaine de réflexion, de même que le thème général de la Semaine des droits humains 2024, les incertitudes de la démocratie. Je tiens ici à exprimer toute ma reconnaissance et au nom du Conseil d'État envers l'Université de Genève et en particulier le Global Studies Institute pour l'organisation de cet événement. Je remercie aussi chaleureusement les éminents intervenants de cette table ronde, ainsi que vous toutes et tous, membres du public, venus partager ce moment de réflexion. Avant de conclure, j'aimerais saluer la capacité de l'Université de Genève à susciter et à promouvoir, au cœur de la cité, une réflexion à la fois critique et humaniste sur des sujets d'actualité particulièrement complexes. Face aux grandes questions internationales, il est essentiel de prendre en compte la multiplicité des dimensions et de considérer ces enjeux sous toutes leurs facettes. Car au fond, rien n'est jamais complètement noir ou blanc, mais tout appelle à être pensé, discuté, compris dans ses nuances et ses subtilités. Et depuis 2013, la Semaine des droits humains nous offre précisément un espace pour cela. J'adresse donc mes meilleurs vœux de succès pour cette semaine de débats et de discussions qui, j'en suis sûr, seront riches et porteuses d'espoir, éléments essentiels de nos temps. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine très inspirante. Madame la conseillère d'État, Madame la vice-rectrice, merci beaucoup pour vos messages respectifs d'encouragement et surtout d'ouvrir des perspectives et de mettre quelques jalons pour ces réflexions et débats qui vont jalonner ces différents événements durant cette semaine. En choisissant les incertitudes de la démocratie comme thème de cette édition, le comité de pilotage de la Semaine des droits humains a souhaité mettre en avant le fait que cette année 2024 est une année d'élection, je mettrai ça entre guillemets, un moment unique dans la mesure où plus de 4 milliards de personnes, soit la moitié de l'humanité, sont ou ont déjà été appelées aux urnes dans 76 pays, dont 43 votant de façon libre. De Taïwan dès le 13 janvier de cette année, au Mexique, au Venezuela, au Brésil, en Inde, au Pakistan, à l'Indonésie, au Bangladesh, en Russie, en Europe avec les élections européennes et tout récemment à la présidentielle aux États-Unis, nous avons donc assisté à une extraordinaire mobilisation citoyenne mondiale dont les résultats peuvent parfois nous inquiéter. Les rapports de force politiques ont dans certains cas été bouleversés, agissant comme des catalyseurs sur des alliances intergouvernementales et au sein de la communauté internationale elle-même. Si la démocratie est un idéal universellement reconnu, la démocratie moderne reste une expérience d'une grande complexité. Elle n'est pas seulement un système d'agencement des pouvoirs, mais avant tout une expérience habitée par l'incertitude. Il est fondamental de rappeler que la souveraineté du peuple ne se réduit pas à la légitimation des gouvernants par le seul processus électif, direct ou indirect.
La démocratie se caractérise par une incertitude fondamentale dans la mesure où elle est constamment soumise à l'épreuve de la discussion et du débat public tel que défini par le respect de règles et de normes fondamentales. C'est précisément par cette capacité à exprimer et à faire valoir leurs désaccords, leurs revendications et leurs protestations que les citoyennes et citoyens nourrissent cette incertitude. La démocratie est donc habitée par l'exercice du conflit, la persistance et le renouvellement des luttes. C'est précisément ce que définit Tocqueville dans un remarquable ouvrage que vous connaissez toutes et tous certainement, de la démocratie en Amérique, et notamment dans un de ses chapitres où il loue les avantages de la démocratie. Il identifie ces avantages par la capacité, je cite, de faire descendre l'idée des droits politiques jusqu'au moindre des citoyens. Fin de citation. Il conclut d'ailleurs ce même chapitre en affirmant, et je le cite à nouveau, « On ne saurait trop le dire, il n'est rien de plus fécond en merveille que l'art d'être libre. Le despotisme se présente souvent comme le réparateur de tous les maux sur terre. Il est l'appui du bon droit, le soutien des opprimés et le fondateur de l'ordre. Les peuples s'endorment au sein de la prospérité momentanée qu'il fait naître, et lorsqu'ils se réveillent, ils sont misérables. » Fin de citation. Ces phrases nous frappent par leur acuité et leur actualité et parce qu'elles éclairent les mensonges que couvre l'essor du totalitarisme. Face aux crises actuelles qui recouvrent pêle-mêle la manipulation de l'information, la polarisation politique et l'identitarisme, les défis liés à l'engagement civique, les opportunités et les risques que représente l'intelligence artificielle pour la transparence et la responsabilité dans le système démocratique, les crises économiques comme catalyseurs de développement des dérives autoritaires, les droits des minorités, les enjeux environnementaux, les conflits régionaux. Bref, il faut aussi considérer les crises en germe et l'incertitude qui en résulte. Par conséquent, l'enjeu crucial de la démocratie réside dans le renforcement de son unité autour de son principe fondamental, celui de la gestion des désaccords. Les élections américaines, auxquelles la vice-rectrice a déjà fait référence, nous ont rappelé avec force que l'incertitude qui entoure tout processus électoral, gage d'une bonne santé démocratique, peut aussi devenir une faiblesse, voire une menace pour la démocratie elle-même, lorsque les valeurs et le cadre qui l'entourent sont remis en cause, lorsque la désinformation fait loi, que les perceptions comptent davantage que les analyses, que les kitchen table issues deviennent des constitutional issues, l'incertitude touche à l'existence même de l'état de droit. En effet, si les institutions américaines ont relativement bien protégé la démocratie des attaques de Donald Trump lors de son premier mandat, on peut légitimement s'interroger sur l'état de santé actuel de ce présumé rempart pour un second mandat trumpiste. En choisissant comme thème les incertitudes de la démocratie, l'édition 2024 de la Semaine des droits humains propose un regard forcément incomplet, mais que nous voulons critique, sur les conséquences de ces incertitudes telles qu'elles pèsent sur le fonctionnement des démocraties, sur leurs principes constitutifs et la gouvernance du système international. Dans cette optique, la vingtaine d'événements proposés avec l'ensemble de nos partenaires, la communauté universitaire et les étudiantes et universitants de notre université, appellent à réfléchir, débattre et réagir aux incertitudes de nos démocraties. La table ronde d'ouverture reflète ce choix et la volonté de faire des incertitudes de point de départ pour nos réflexions. Faut-il inscrire les conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité ? Cette question est en réalité une proposition, celle formulée par Elisabeth Decrès-Warner, fondatrice de l'Appel de Genève et doctorat honoris causa de notre université, et Mehmet Balci, co-directeur de l'ONG Fight for Humanity. Et leur idée est d'inscrire des conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité afin de remettre en lumière le droit international humanitaire et promouvoir son respect par le biais d'un large plaidoyer mondial au travers d'une série d'actions. Ce sera précisément un des fils conducteurs de la table ronde qui débutera dans quelques instants. Le programme de la Semaine des droits humains vous propose avec certitude un voyage au pays des incertitudes. En effet, dès demain, vous aurez la possibilité de participer à une série de tables rondes sur le rôle pour la presse et les médias dans l'espace démocratique au temps des fake news,
à un colloque académique porté par nos jeunes chercheuses et chercheurs sur les incertitudes de la démocratie et les enjeux pour les droits humains, à une table ronde sur l'hospitalité comme devoir démocratique, sur un événement porté par nos étudiants intitulé Speed Debating, l'engagement des jeunes dans la vie politique et sociale, et enfin une table ronde, encore une, sur la démocratie sous tutelle, la destitution des maires en Turquie. Mercredi, nous poursuivrons avec cette fois une table ronde sur la cyberdémocratie et le poids sur le fonctionnement de la démocratie, un atelier sur la Cour européenne des droits de l'homme et son rôle dans la protection des droits humains, mais aussi la démocratie s'arrête là où gisent les droits des migrants, notamment avec une situation de famille en situation d'accueil ici à Genève, et puis dans le cadre d'un autre projet porté par nos étudiantes et étudiants, les Geneva Human Rights Talks, le retour de la guerre, comment assurer la continuité des instruments démocratiques. Jeudi 14 novembre, ce sera l'événement qui permettra d'accueillir des scolaires dans le cadre d'une projection d'un film Made to Measure sur la problématique des avatars virtuels. Enfin, une table ronde sur le rôle des reporters au front avec le Club suisse de la presse, qui nous permettra aussi d'avoir des témoins directs de ces violations de cette liberté dans des zones grises. Enfin, restriction du droit de manifester, une menace pour la démocratie, table ronde qui aura un écho tout particulier dans l'environnement universitaire qu'est le nôtre, et notamment à Genève, comme vous le savez probablement. Enfin, le vendredi 15 novembre, nous aurons le plaisir d'assister à une projection et un débat intitulé Classified Histories, The Role of Archives in Shaping Conflicts Narratives, où lorsque Israéliens et Palestiniens réfléchissent ensemble à la construction d'un narratif commun pour l'ensemble de la région. Nous aurons également ce même jour une table ronde sur la paix, socle de notre humanité, et enfin, en événement de clôture de la semaine, Kamel Daoud, récent lauréat du prix Goncourt 2024, qui viendra débattre sur la notion des droits humains piégés par les identités avec Yascha Mounk, en direct de New York, et Pierre de Sénarclan. Enfin, comme je l'ai évoqué, nous ferons une infidélité à la logique de la semaine, vous m'en excuserez, Madame la Présidente d'honneur, Madame Calmiret, en accueillant le mercredi 20 novembre Philippe Lazzarini pour débattre sur l'avenir de l'UNRWA. Enfin, et parallèlement à ces événements, et c'est un point sur lequel nous avons mis l'accent ces dernières années, vous avez une série d'expositions ici même dans ce bâtiment, à Dufour, mais aussi à Unimail, qui vous permettra aussi d'appréhender sous un angle artistique, sous un angle et dans une démarche qui veut aborder la question des incertitudes différemment, exposition de photos, par exemple, que ce soit ici ou à Unimail, une prolongation des discussions qui seront menées pendant cette semaine. Je vais m'arrêter ici pour ce mot d'introduction et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir l'artiste et poème Rim Battal pour une lecture en introduction à la table ronde. Madame Battal, c'est à vous. Bonsoir. Je vais vous lire un texte intitulé Zone franche et qui se passe à Tanger. Être à Tanger. Aller et venir sur les boulevards, longer la côte accidentée entre les hommes balafrés, les femmes lourdement fardées. Mes yeux bandés de lunettes Dolce & Gabbana doucement bleuissent. Être à Tanger, louvoyer en catastrophe entre les béquilles, beaucoup de béquilles, un bois de béquilles, des côtes, beaucoup de côtes, un parc de côtes avec la grâce des vieillards qui les montent, qui montent les côtes des cannes, beaucoup de cannes au bout des bras des vieillards qui les descendent, esquintent leurs rotules arthrosées sur les côtes, leurs yeux doucement bleuissent. Au pied des côtes à Tanger, des hommes dos à la mer traversent sans regarder, le visage couperosé, des vieilles avariées, des petites sous vide, des putes sous voile traversent sans regarder, d'étroites rues bordées d'hommes qui ont des trous pour seule maison, de femmes qui ont des trous pour seule maison, leurs yeux qui doucement bleuissent confondent le ciel et la mer, Dieu est l'horizon. Être à Tanger,
Tourner le dos aux hommes bafoués, aux femmes blafardes, aux enfants qui dorment tout le jour dans les bras de femmes bafouées, aux enfants qui ont pour jouer des seringues d'éther, aux enfants qui errent le jour, la jambe nécrosée, le nez coupe rosé qu'ils conservent précieusement dans des sacs en plastique blanc. Et les yeux bandés bleus, oubliés de voir, les femmes lourdement fardées, les hommes balafrés, traversés sans regarder. Être à Tanger, rendre le sourire aux expatriés de la cinémathèque qui sourient dans des costumes chics, des beatniks nostalgiques habillés en beatniks nostalgiques, des expatriés de la Casbah qui sourient dans des costumes chics, des aristocrates qui fricotent avec des smicards pour pouvoir être aristocrates encore un peu, pour être aristocrate encore un peu, des aristocrates qui sourient aux smicards parce qu'un sourire vaut tous les euros du monde. Être à Tanger, c'est se dire qu'à Paris aussi, les murs fleurent l'urine et l'alcool, qu'il faut tenir encore un peu entre les hommes blafards, les enfants qui sentent la colle, les femmes lourdement fardées, les enfants lourdement fardés, les hommes balafrés, les femmes balafrées, dos au mur, dos à la mer, garde-fous de fous, garde-chourmes à la dérive, garde-femmes qui portent l'exacte même robe, garde-barbus qui me disent « Bonjour madame », garde-côte contre les coups du destin. Être à Tanger, c'est tourner le dos aux ouvriers et ouvrières qui roulent des mécaniques au quartier industriel, aux ouvriers et ouvrières que même le cinéma ne fait plus rêver, aux ouvreuses de portes qui n'ouvrent sur rien. Les lèvres serrées à Tanger sont si serrées qu'on dirait des cicatrices. Car Tanger, c'est bien de la misère devant le Minza, des euros à rendre blancs, des pentes à dévaler, des côtes pour les béquilles, des déviations, des variations, des travaux, des cafés de la paix, des cafés de Paris, des salons de Paris. À Tanger, des hommes hurlent et les sirènes, ceux-là même sans s'éveiller au silence. Ils hurlent la nuit dans les pensions et transpercent chaque jour comme un autre jour, font des maisons carriées, polychromes dans lesquelles on enferme les gens dehors, dans lesquelles les loups se marient chaque jour. Être à Tanger, c'est se dire que, louvoyer, entre les hommes balafrés, quand on est une femme lourdement fardée, entre les femmes lourdement fardées, quand on est un homme balafré, c'est déjà résister. Et moi, au milieu, puisque c'est moi qui écris, je dors le ventre creux pour éviter les yeux des femmes lourdement fardées, pour éviter les yeux des hommes balafrés, pour éviter les yeux creux des enfants, pour éviter que mes yeux ne bleuissent, pour éviter l'odeur des chairs qui tombent comme pour éviter les visages couperosés, les genoux arthrosés, les jambes nécrosées, les béquilles et les vieillards à leur bout, je dors le ventre creux et j'attends le matin, n'en déplaise à ceux qui m'estrangent. Merci. Je vous remercie pour cette très belle poésie, cette très belle lecture qui rappelle à quel point la poésie est un art de combat aussi. Mesdames, Messieurs, j'ai maintenant le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène les intervenantes et intervenants de cette table ronde. Et j'ai le plaisir d'appeler Madame Elisabeth Decrès-Warner, Madame Michela Serafini, Monsieur Nicolas Levrat, Madame Irène Herman, Madame Micheline Calmiret, Madame Isabelle Anatole Gabriel et le modérateur de cette table ronde, Frédéric Bernard, qui va articuler le dialogue entre nos palénistes, que je remercie encore chaleureusement. Le format de cette table ronde sera dans un premier temps 2 interventions de Madame Decrès-Warner et Madame Serafini, après quoi il y aura un échange entre les différentes intervenantes et intervenants, puis bien sûr une discussion en échange avec la salle. C'est le propre de ce format, posé aussi par la question sous forme d'interrogation. Très bon débat, Mesdames, Messieurs. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde que j'ai le privilège et l'honneur
modérer, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que le thème général de la semaine des droits humains, qui est les incertitudes de la démocratie, a un lien assez direct avec le thème de notre table ronde, parce que ce qui se cache en fait derrière, c'est une forme aussi de désintérêt ou de manque d'engagement pour le respect de certaines normes qu'on prenait pour acquises. Et probablement que ça vaut autant pour les normes démocratiques, on en a parlé déjà ce soir, mais aussi pour la question des règles qui s'appliquent en cas de conflit. Et ça suscite toute une série d'interrogations. Donc on va parler évidemment de cette initiative, de cette idée de faire inscrire les conventions de Genève dans le patrimoine mondial de l'humanité, ou au patrimoine mondial de l'humanité. Et ça soulève des questions de type juridique, ça soulève des questions de type politique, ça soulève des questions de type historique, de type même concret sur le terrain. Et l'idée, c'est qu'on puisse justement chacun apporter sa pierre à cette discussion. Et puis ensuite ouvrir le débat plus largement à la salle. Et si vous le voulez bien, pour commencer, je vous propose qu'on entende Madame Elisabeth de Cré-Warner, la fondatrice de l'Appel de Genève, qui est, ça a été dit, à l'origine de cette idée, avec Mehmet Bachik ici. Et ensuite, on entendra la doctoresse Michaela Serafini, qui est la présidente de la section suisse de Médecins sans frontières. Et sur cette base, ensuite, j'interrogerai les différents membres du panel. Et ensuite, idéalement, la mayonnaise prendra et la discussion fonctionnera de façon tout à fait. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Et merci. Bonsoir à tout le monde. Les salutations, en effet, protocolaires ayant été faites beaucoup mieux que je n'aurais pu les faire. Je dis simplement bonsoir à toutes et tous. Et merci à Frédéric Esposito de nous avoir invités ce soir. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de droit ni un cours d'histoire sur les conventions de Genève. Je crois qu'il y a des experts ici qui s'exprimeront tout à l'heure. J'aimerais juste développer l'idée qui est dans le titre du panel de ce soir et du constat que je pense que vous avez toutes et tous fait, c'est qu'aujourd'hui, les conventions de Genève sont piétinées et elles sont même délibérément piétinées. On est vraiment dans une situation où il y a un mépris du respect des règles du droit humanitaire qui est absolument catastrophique. Et puis, on constate un silence de la communauté internationale, quelques réactions, quelques mots, quelques déclarations, mais dans l'ensemble, la communauté internationale nous montre un encéphalogramme plat par rapport à des réactions sur ce qui se passe dans les différents sites, dans les différentes situations de conflit aujourd'hui dans le monde. Alors, on s'est dit, ça a été dit, le directeur de Fight for Humanity, Mehmet Balsi, qui est le père de cette idée, et en fait, on s'est dit il faut faire du bruit autour des conventions de Genève et comment faire du bruit pour qu'on se rappelle qu'elles existent et qu'on se rappelle qu'elles doivent être respectées. Et en cherchant, on a pensé à l'UNESCO et on a regardé un peu les termes de l'UNESCO sur tout ce qui est patrimoine. Alors, le premier terme qui vient, c'est les monuments en péril. Alors, si on extrapole un peu, les conventions de Genève, on peut dire que c'est vraiment un monument. Ça a été signé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec des pays qui se sont dit, et des diplomates qui se sont dit, plus jamais ça. Et ils se sont tous mis d'accord alors que sur le plan politique et sur beaucoup d'autres plans, ils n'étaient pas d'accord. Même à ce moment-là, c'était encore l'ex-URSS de Staline. Ils se sont tous mis d'accord pour signer ces conventions de Genève en disant sur un terrain de conflit, on ne fait pas n'importe quoi, tout n'est pas permis. Et puis, monument en péril, je crois qu'on est tous d'accord que les conventions de Genève aujourd'hui sont en péril. Un deuxième mot qu'on a retrouvé à l'UNESCO, c'est un patrimoine commun. Il faut se rappeler que les conventions de Genève sont les seules conventions signées par la totalité des pays du monde. Ce sont les seules. Et donc, c'est vraiment un patrimoine mondial que nous avons tous ensemble. C'est un patrimoine d'humanité parce que on fait preuve d'humanité quand on respecte les conventions de Genève. Par exemple, un soldat à terre blessé, on ne le tue pas, on ne le torture pas. Et donc, c'est faire preuve d'humanité. Et donc, ce patrimoine mondial de l'humanité se retrouve dans ces conventions de Genève. Et puis, c'est aussi un bien culturel quelque part, puisque du droit humanitaire découle le droit coutumier, des règles de base que tout le monde considère comme essentielles et importantes à respecter.
Alors voilà, on s'est dit pourquoi ne pas demander que l'UNESCO classe les conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a plusieurs manières de classer les monuments tangibles des éléments intangibles. Ce sera à l'UNESCO de choisir quelle exception il veut faire pour les conventions de Genève, d'être un peu inventif. Henri Dunant l'a été, donc peut-être qu'à l'UNESCO, à eux aussi d'être un peu inventifs pour trouver comment donner une reconnaissance de patrimoine mondial d'humanité à ces conventions de Genève. Alors on aurait pu écrire simplement une lettre polie à l'UNESCO pour leur demander de faire ça, mais ce n'est pas ça qui nous intéressait. Nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'on parle des conventions de Genève, qu'on en parle dans la société civile, qu'on sorte des milieux habituels, qu'on s'adresse à des acteurs inhabituels comme des associations, les associations de médecins, des associations d'avocats, des journalistes, des syndicats. Aujourd'hui, les conventions de Genève, c'est surtout le milieu académique qui en parle, qui y réfléchit, et puis c'est le milieu diplomatique qui déclare que ça doit être respecté, qu'il faut faire respecter les conventions de Genève, et c'est le milieu onusien qui vote des résolutions. Mais ça s'arrête là. Dans la société civile, on en parle très peu. Dans l'éducation, on n'en parle pas. J'ai demandé à 4 de mes petits-fils, tant au cycle qu'au collège, ils n'ont jamais entendu parler des conventions de Genève, alors qu'on est à Genève. Donc, c'est de refaire. L'idée, c'est à travers une grande campagne de refaire vivre un peu, connaître ces conventions de la Genève, leur redonner leur lettre de noblesse quelque part. Et puis de faire comprendre que le droit international humanitaire, les conventions de Genève, c'est pas seulement pendant les conflits que c'est important de les respecter, mais ça a un impact énorme sur les processus de paix. On ne bâtit pas la paix sur des atrocités commises, parce qu'il y a tous les éléments de revanche, de vengeance, et donc plus le droit international humanitaire est violé, plus la paix sera difficile à reconstruire. Alors voilà, on veut vraiment remettre ces conventions de Genève aux mains de la société civile. La société civile peut avoir un poids énorme, on l'a vu, je vous donne un exemple, il y en a beaucoup dans la campagne internationale contre les mines antipersonnelles. Cette campagne de la société civile a réussi à faire adopter une convention internationale d'interdiction contre les mines et a reçu le prix Nobel de la paix d'ailleurs pour sa campagne. Il existe des militants écolos qui se collent les mains sur les ponts. Il existe des militants des droits humains qui font des rapports, des manifestations, des pétitions. Il n'existe pas de militants du droit humanitaire. Et c'est ça qu'on aimerait un peu lancer, c'est que des citoyens, des citoyennes disent partout et à leur gouvernement les conventions de Genève doivent être respectées et vous devez les faire respecter parce que ça, c'est aussi essentiel aujourd'hui. Alors voilà, on va démarrer avec un certain nombre de partenaires. On espère que l'université sera un des partenaires de cette campagne. Et puis, voilà, je suis prête à répondre tout à l'heure à un certain nombre de questions. Merci beaucoup. Alors, Madame Serafini, si je peux vous demander de prononcer ici quelques mots d'introduction pour cette table ronde. Merci. Merci surtout pour l'invitation d'être ici, cette table ronde avec tous vous. Merci au Monsieur Esposito pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est un privilège de participer à cette table ronde. Surtout, je viens d'arriver comme présidente de Médecins sans frontières. J'ai commencé en octobre. Et c'est vraiment un honneur, double honneur aujourd'hui. C'est ma première prise de parole en public et c'est la première fois que je le fais en français. C'est pour ça que j'ai des notes, pour ne pas tomber sur le piège de mots qui sont très difficiles à prononcer. Et je veux faire référence à cette note pour continuer un peu le fil rouge de cette conversation. La question qui a été demandée surtout à moi, et surtout par rapport à l'expérience de terrain, c'est celui-là de le droit international humanitaire et sa relation avec la protection de la mission médicale. Évidemment, cette table ronde essaie de remettre de lumière sur le droit humanitaire, le droit international humanitaire et de promouvoir son respect par les États signataires. Et c'est vraiment de grande importance dans le contexte actuel de conflits armés internationaux.
Depuis plus de 50 ans, Médecins sans frontières s'engage à fournir des soins médicaux aux populations les plus reculées, les plus vulnérables, et en particulier sur des zones de conflit. Cependant, cette mission, essentielle pour tous, c'est de plus en plus menacée. Au cours des dernières décennies, Médecins sans frontières a été témoin des hôpitaux bombardés, ravagés, incendiés, notre personnel de santé menacé ou tué, soit en Éthiopie, en Afghanistan, en Soudan, en République centrafricaine, Burkina Faso, Syrie, Yémen et plus récemment à Gaza. Selon des études de Insecurity Insight, cette année, d'octobre à octobre 2024, plus de 3200 attaques ont été comptabilisées contre la mission médicale à travers le monde. Plus de 800 structures de santé ont été endommagées et plus de 900 travailleurs de la santé ont perdu leur vie. Évidemment, ces chiffres sont effrayants et c'est une réalité qui est assez tragique. Pour moi, les plus inquiétantes, à côté de ces chiffres dramatiques, c'est la réalité, c'est plutôt la persistance de ces actes dans les temps. Si ça perdure et la tendance se poursuit, elle risque de devenir la norme. Nous ne serons pas surpris et pas en colère, mais on commencera à penser que ça, vraiment, c'est partie de la norme. Évidemment qu'en tant que médecin, ces attaques me touchent profondément. Ce sont mes collègues qui perdent leur vie. Ce sont les lieux où j'ai travaillé moi-même qui sont aujourd'hui bombardés. Et ce sont des patients qui sont innocents, qui restent derrière et privés d'un soin vital. Nos équipes sont là pour apporter des soins à les plus vulnérables, mais ces attaques directes menacent profondément l'aide médicale humanitaire et mettent en péril notre capacité à remplir notre mission sociale. Les conventions de Genève forment cette socle juridique qui protège les blessés, les malades, les professionnels de la santé et les structures de santé en zone de conflit. Ce sont celles qui permettent à MSF et des autres organisations humanitaires de négocier notre présence sur le terrain et d'assurer une certaine protection à nos équipes et surtout des civils que nous soyons. Mais malgré l'importance fondamentale, cette convention aujourd'hui ne suffit pas à nous protéger. Aujourd'hui, même les États membres permanents du Conseil de sécurité de la ONU qui ont voté en 2016 à l'unanimité la résolution 2286 pour protéger le personnel et les structures médicales en temps de guerre, ne respectent pas toujours les engagements. Ça relève un échec grave du système. Ceux qui devront être des exemples ne le sont pas. Les promesses faites sont souvent ignorées et restent sans conséquence. En conclusion, on n'a pas forcément besoin de nouvelles normes. Je ne sais pas si inscrire la Convention de Genève au patrimoine mondial va nous aider à nous, MSF, à pouvoir remplir notre mission sociale. Ce que je sais et qu'on est convaincu, c'est que nous avons besoin réellement de responsabiliser les auteurs complices de crimes et de rendre compte et de garantir l'application rigoureuse de ce droit. Pour MSF, notre réponse reste de rester transparent sur nos intentions, apporter des soins de qualité, de façon impartiale et sans discrimination. C'est ça que nous protège aujourd'hui, mais c'est la fondation de notre engagement humanitaire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Nicolas Levrin, vous êtes professeur ici à l'Université de Genève, à la faculté de droit au Global Studies Institute. Vous êtes aussi rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités nationales. Du point de vue de l'histoire, de l'origine, de l'évolution du droit international humanitaire, comment est-ce qu'une éventuelle inscription de ces conventions au patrimoine de l'humanité pourrait représenter une étape, une évolution sous l'angle juridique? Vaste question en 2 minutes.
Je vais juste utiliser 3 adjectifs et si on souhaite aller plus loin dans le débat, on pourra y revenir. Le premier, c'est une proposition que je trouve intéressante. Intéressante parce qu'elle est révélatrice du sentiment très partagé en Occident que la communauté internationale fondée sur des normes, sur du droit, sur le respect du droit, est en train de... Alors on peut choisir, s'évaporer, disparaître, s'effondrer. Et ça me paraît être une tentative de réaction à ce constat que le droit, pas tant son contenu, parce qu'il est toujours là, mais le principe que les normes juridiques doivent conduire le comportement des États et qu'en cas de non-respect, il y a des conséquences, des sanctions, ceci a disparu. Et donc, de ce point de vue-là, cette proposition me paraît tout à fait intéressante, encore une fois, parce qu'elle est révélatrice de ce sentiment d'effroi face à un bouleversement total des règles, ou plutôt des non-règles, du système international. Deuxième adjectif, je dirais décalé. Décalé parce que je ne pense pas, si l'UNESCO devait entrer en matière sur proposition d'États membres, on est dans le système onusien, c'est donc un système state-driven, comme on dit en bon français, conduit par les États. Il s'agit plutôt de la Convention de 2003 sur le patrimoine immatériel de l'humanité. Et cette convention a été, notamment, si on lit son préambule, adoptée pour préserver la diversité culturelle, et notamment des pratiques, des traditions qui sont pratiquées dans divers États par différents groupes, notamment des minorités, et qui pourraient être menacées par une sorte d'uniformisation. Donc l'idée de préserver ces spécificités, cette diversité culturelle. Or, comme vous l'avez dit, les conventions de Genève sont un des textes les plus universels, puisqu'elles sont ratifiées par tous les États de la planète. Et donc là, il me semble qu'il y a un décalage entre l'objectif de 2003, mais encore une fois, on n'est plus en 2003, on est en 2024, et effectivement, je pense que le système multilatéral d'aujourd'hui n'a hélas plus grand-chose à voir avec celui auquel on pouvait encore espérer croire en 2003. Et puis, troisièmement, je dirais inquiétante. Inquiétante parce que le système des conventions de Genève, je rappelle que les États membres non seulement s'engagent à les respecter, mais à les faire respecter, vous l'avez rappelé, avait réussi, notamment pendant toute la période de ce qu'on a appelé la guerre froide, avait réussi à fonctionner de manière relativement isolée par rapport au système onusien, qui était assez largement bloqué pour des raisons géopolitiques. Et ici, il s'agirait de remettre le droit international humanitaire et son fondement juridique, les conventions de Genève, dans ce système onusien dont on a pas mal de questions sur, je dirais, l'avenir. Et des questions à très court terme. Plusieurs ont évoqué les élections, le résultat des élections aux États-Unis. On sait qu'un des États membres du Conseil de sécurité, la Russie pour ne pas la nommer, a bafoué la norme la plus fondamentale d'après 1945, le principe de non-agression. Donc on est dans un système qui ne fonctionne pas plus. Alors peut-être qu'il y a de nouveaux équilibres qui vont émerger, on l'espère, mais ça paraît inquiétant de vouloir rentrer ce droit humanitaire qui avait réussi à exister avec le système de mise en œuvre particulier, ce système de la Croix-Rouge internationale, la conférence des parties, la fédération, le CICR, dans le système onusien. Alors peut-être qu'il y a une interaction féconde possible, mais j'en suis pas sûr. Et donc c'est pour ça que c'est avec un peu d'inquiétude que je comprends cette proposition. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irène Herman. Vous êtes professeur ici à la Faculté des Lettres à l'Université de Genève. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur la place importante, voire dominante, qu'occupe l'humanitaire dans nos sociétés actuelles et peut-être le lien avec, ou la contradiction avec cette place importante, peut-être sous l'angle symbolique, mais un certain non-respect ou un non-respect certain dans les faits?
Merci beaucoup pour cette question et aussi pour l'invitation, bien entendu. Alors tout d'abord, effectivement, on peut dire que nous vivons à une époque, encore peut-être, à une époque où l'humanitaire est extrêmement important. C'est une époque qui se profile de manière nette à partir de la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, où on voit un grand engouement pour l'humanitaire qui est aussi lié à un certain désamour pour d'autres formes d'aide et de solidarité qui sont considérées comme trop idéologisées. Et donc, il y a effectivement cet intérêt pour l'humanitaire et aussi, bien entendu, si on s'intéresse à l'humanitaire, on s'intéresse au DIH et aux violations que ce DIH subit. Donc là, il faut peut-être revenir un peu en arrière et dire que les violations du DIH ne datent pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont particulièrement visibles et on comprend qu'elles soient dénoncées, mais c'est une constante de l'histoire. Vous remontez la première convention, alors évidemment, était toujours violée parce que les gens ne la connaissaient pas, mais ça continue durant la Première Guerre mondiale, malgré le prix Nobel de la paix, durant la Seconde Guerre mondiale, et puis ça se poursuit durant la guerre froide. Donc, en l'occurrence, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est peut-être que les dénonciations vont être un peu plus vives. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on dénonce une violation du droit international humanitaire ? Eh bien, il y a plusieurs éléments qui entre en ligne de compte. Il y a tout d'abord le fait qu'il faut être informé, tout bêtement. Alors peut-être qu'actuellement ça peut paraître un peu étrange, mais évidemment, reportez-vous à la fin du 19e siècle, il y a des tas de choses qu'on ne savait pas. Donc il faut être informé, et ensuite il faut également que ces violations aient une certaine ampleur. Alors il est vrai, c'est assez intéressant que le périmètre de cette ampleur est inversement proportionnel à l'intérêt qu'on porte aux victimes. Et cet intérêt, lui, est fonction de la proximité généralement. Proximité géographique, mais aussi proximité culturelle. Et enfin, c'est là où on voulait en venir, eh bien, il faut une certaine connaissance du DIH pour pouvoir dire qu'il est violé. Et ça me permet de faire un constat qui est peut-être un tout petit peu moins pessimiste sur la situation actuelle. Certes, les dénonciations, et vous en êtes la témoin vivante, Madame Decret, la dénonciation de ces violations du DIH pointe des horreurs, des atrocités qu'on ne pensait plus devoir, auxquelles on ne pensait plus devoir assister. Mais en revanche, cette dénonciation prouve aussi un grand intérêt et un grand savoir. Et donc, cette dénonciation est en fait la preuve même de ce que cet engouement humanitaire est encore présent. Merci beaucoup. Madame Micheline Calmiret, vous êtes évidemment ancienne conseillère fédérale, présidente de la Confédération. Vous avez été en charge évidemment du département fédéral des affaires étrangères. Vous avez aussi enseigné au sein de cette université. Ça a été rappelé, vous avez un rôle moteur dans la création de cette semaine des droits humains qu'on a beaucoup de plaisir à voir se perpétuer et grandir au fil des années. On a senti dans les propos introductifs que dans une certaine mesure, cette proposition venait aussi combler un certain manque ou une certaine passivité, notamment des autorités politiques. Comment est-ce que vous expliquiez ce certain manque de courage peut-être ou passivité de la part d'autorités politiques dont ce soit, et ça a été rappelé aussi par Nicolas Levrat, le rôle de veiller non seulement à ce qu'elles-mêmes respectent, mais à ce que d'autres respectent également le droit humanitaire. Bonsoir. Bon, c'est vrai, ça a été dit, les conventions de Genève sont, Madame Decret parle de piétiner, sont peu respectées, disons, et ça a été assez souvent le cas lors de guerres. Aujourd'hui, des gens sont pris en otage, sont assassinés, on bombarde des écoles, on bombarde des hôpitaux, il y a des milliers de morts, et ces morts sont en grande partie des femmes, des enfants, la population civile. On ne se retrouve pas dans le même type de conflit qu'il pouvait y avoir au 19e et même au début du 20e siècle, c'est-à-dire des armées d'à peu près, de forces à peu près équivalentes qui se faisaient face. Et c'était des soldats qui mouraient en grande partie, enfin en majorité, pas la population civile.
Aujourd'hui, les conflits ont changé de nature. Et c'est les populations civiles qui meurent plus que des soldats. Et c'est ce qui nous choque énormément, je dois dire, aujourd'hui, et ce que nous trouvons tout à fait insupportable. Alors, est-ce que les conventions de Genève qui doivent protéger les populations civiles, qui sont censées les protéger, qui sont censées diminuer ou restreindre les moyens qu'on utilise dans la guerre pour tuer les ennemis, est-ce qu'on fait face toujours au même conflit? Non. Peut-être qu'elles ne sont plus adaptées aux moyens d'aujourd'hui, aux machines à tuer avec l'intelligence artificielle. Moi, j'entends souvent dire non, 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 il ne faut pas les remettre en cause, il ne faut pas convoquer des conférences des parties contractantes parce qu'on va reculer au lieu d'avancer. Mais c'est quand même de la responsabilité des États qui ont approuvé ces conventions internationales de les appliquer. Et c'est à ces États, à mon sens, qu'il faut faire appel aujourd'hui pour leur dire, mais écoutez, personne n'a intérêt, c'est le discours d'Henri Dunant, personne n'a intérêt à ce qu'on tue sans respecter un certain nombre de règles. Les conventions de Genève n'empêchent pas la guerre. C'est-à-dire elles autorisent la guerre, mais dans certaines limites. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les limites sautent. Les limites posées par les conventions de Genève ne sont plus respectées. Alors, la Cour pénale internationale a donné un mandat d'arrêt contre le président russe pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il a l'intention de demander aussi, enfin ça n'a pas encore été, je crois, accepté, des mandats d'arrêt contre des responsables du Hamas et contre le Premier ministre israélien, toujours pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Je dois dire ça, c'est déjà un pas. Ce qu'on voit aussi, ce qui est significatif du non-respect, c'est la faiblesse du multilatéralisme. Et ça, c'est grave. C'est grave pour les conventions de Genève, c'est grave pour la Genève internationale. Alors, est-ce que mettre au patrimoine mondial de l'humanité les conventions de Genève, ça réglerait notre problème? Je ne pense pas. Je pense que ça permettrait de faire une campagne, peut-être de rappeler aux souvenirs. Bon. Moi, quand j'ai entendu cette proposition, j'ai plutôt eu une réaction de recul en me disant « Ouh là là, on va mettre les conventions de Genève au musée. On va les mettre au musée, on ne va plus pouvoir bouger les textes, on ne va plus pouvoir adopter des protocoles additionnels. Ça va être un monument, comme l'a dit Madame Decrès, un monument bien commun, et pire, un monument qui est perçu comme étant un monument de valeur occidentale. Et je pense je pense qu'en tout cas, ce qui est plus urgent à faire aujourd'hui, c'est de mettre en place et d'organiser une conférence des parties contractantes sur le respect des conventions de Genève. C'est ce que l'Assemblée générale des Nations unies du 18 septembre a mandaté la Suisse pour ce faire. Et je pense que ça, c'est extrêmement important parce qu'il en va, encore une fois, de la responsabilité des États d'appliquer ces conventions de Genève. Et malheureusement, enfin, d'un côté, heureusement, la Suisse a accepté le mandat de l'Assemblée générale d'organiser cette conférence. Malheureusement, dans les bruits de couloir que j'entends, elle serait organisée à un niveau tout à fait basique. Et non pas à un niveau chef d'État ou chef de gouvernement qui permettrait précisément de mettre l'accent et de mettre en lumière ces conventions de Genève et les violations qui sont perpétrées dans les guerres que nous connaissons aujourd'hui sur le continent européen. Mais là, en particulier, c'est pour le Proche-Orient. Et je dois dire, franchement, ça me paraît vraiment prioritaire dans les mesures, parce qu'il faut prendre des mesures d'urgence. Franchement, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Et le fait que le classement au patrimoine de l'UNESCO viendrait de Genève, que les conventions de Genève c'est Henri Dunant, c'est Genève encore une fois, c'est l'Occident. Il me semble important de parler du respect des conventions de Genève avec tous les États qui ont signé les conventions et d'en faire un instrument qui véritablement auquel tout le monde réadhère quelque part. Ils ont signé ça il y a longtemps. Et il faudrait vraiment que maintenant tout le monde y réadhère, réaffirme ce respect. Merci beaucoup.
Madame Isabelle Anatole-Gabriel, vous avez travaillé à l'UNESCO en charge des enjeux patrimoniaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement la voie qui est proposée ou à la réflexion aujourd'hui sur cette notion de patrimonialisation? Quel est le but? Comment ça fonctionne? Décidément. Merci. Merci. Un très grand et très sincère merci pour cette invitation, parce que je crois que cette question des rapports entre patrimoine, qu'il soit mondial, de l'humanité, immatériel, matériel, et les droits humains est absolument fondamentale aujourd'hui. Et je vous remercie de donner la possibilité de réfléchir justement à ce couple de notions qui peuvent parfois être antinomiques. Et alors, je vais répondre bien sûr à votre question, mais comme j'ai entendu tous les intervenants avant, je vais me permettre tout de même de partager à la fois deux expériences personnelles qui illustrent véritablement ce chemin réflexif qu'ouvre cette question de l'incertitude, le questionnement à la certitude qu'il y a quelque chose là pour faire humanité. Et deux expériences. Donc oui, j'ai travaillé pendant 30 ans à l'UNESCO. Je me suis occupée de musées, de patrimoine mondial. J'ai écrit sur le patrimoine immatériel. Et une chose qui m'avait commencé à faire une petite rupture dans cet engagement que j'avais dans mon travail à l'UNESCO, dans la défense du patrimoine de l'humanité, c'était le fait que justement l'UNESCO, au moment de la guerre en Syrie, avait beaucoup communiqué sur la destruction des monuments en péril, mais n'avait pas du tout communiqué sur le génocide des Yézidis. C'est le premier moment où il y a eu une petite fissure dans cette belle construction pour laquelle j'avais travaillé de très nombreuses années, entre le patrimoine commun de l'humanité qui relie et qui fait sens pour tous. Et puis, très récemment, la semaine dernière, après avoir reçu cette invitation, où je commençais déjà donc ce travail professoral, théorique, d'intellectuel, pour, contre, comment ça va marcher, quelle convention, 1972, 2003, immatériel. En sortant d'un cours, je terminais mon cours à l'université d'Europe centrale à Vienne, donc une petite université américaine, où il y a beaucoup d'étudiantes qui viennent d'Europe orientale, et j'ai donc dans mon séminaire deux étudiantes qui viennent de la Fédération de Russie et deux étudiantes ukrainiennes. Une étudiante ukrainienne s'est approchée de moi à la fin du cours et m'a demandé « Écoutez, ça n'a pas vraiment à voir avec votre séminaire, mais voilà, je suis avec ma ville, Lille, engagée dans un projet créatif qui consiste à réécrire les conventions de Genève en la confrontant avec les témoignages des prisonniers de guerre ukrainiens en Fédération de Russie. Et donc, leur proposition créative était cette réécriture au vu des témoignages et donc de Convention de Genève. Le nom devenait Convention de Moscou. Ça m'a beaucoup interrogée et je l'ai fait. Et à la fin, j'en ai tiré comme réflexion pour cette table ronde, et je vais à un certain moment répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que patrimonialiser? Mais voilà, pour moi, patrimonialiser dans le cadre de ce projet d'inscription, c'est, pour le faire très court, de transformer un objet juridique, que sont ces conventions, en un objet culturel. Et qu'autour de cet objet culturel, on le fait vivre. Les jeunes générations le font vivre, et cela m'a absolument frappé que ces jeunes générations se saisissent de ce texte, le connaissent, et en face un élément, un objet de transgression, de questionnement, d'interrogation. Et donc, en transformant éventuellement cet objet juridique en objet culturel, eh bien, on ouvre à cette possibilité que la société civile s'en saisisse, qu'il y ait une réactualisation, ce qu'on peut appeler, qu'est-ce que c'est que patrimonialiser? C'est aujourd'hui non pas identifier des objets
qui ont, par leur ontologie culturelle, ont pour destin d'entrer dans ce collectif patrimonial, mais c'est recristalliser des significations, recristalliser des valeurs autour d'objets très variés. Cela peut être des monuments, des traditions, des festivals, des traditions musicales, des textes. Et au début, professeur, au début dans les discussions qu'il y a eu pour l'inscription, pour la préparation, la rédaction et le vote de la Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine immatériel, un grand juriste avait proposé qu'on inclue comme objet des textes juridiques relatifs à la propriété intellectuelle, puisqu'il s'agissait aussi de conserver, sauvegarder les droits de propriété intellectuelle des populations autochtones. Donc voilà, j'ai fait un très long détour, mais j'espère que ça permet de lancer la discussion. Et oui, pour conclure de cette incertitude, de cette inscription, je suis définitivement passée, en nom personnel, à une certitude, que c'était une bonne idée. Merci beaucoup, merci à tous les membres du panel. Il me semble qu'il y a un constat général qui est partagé sur l'importance de lutter pour un meilleur respect du droit humanitaire, avec certaines opinions divergentes sur les moyens d'y parvenir, sur la question de savoir si cette proposition véritablement remplit le rôle qui lui est assigné, ou si éventuellement elle manque sa cible, si elle n'est pas le bon forum ou le bon endroit dans lequel porter cette proposition. Je ne sais pas si peut-être avant de éventuellement ouvrir à la salle, même si d'ici on ne voit absolument pas qui est dans la salle, mais à ouvrir plus largement la discussion, est-ce que les premières interventions ont suscité de votre part ou de quelqu'un d'autre, des réactions ou des compléments ou des réponses tout simplement à des choses qui ont été dites ? Oui, je trouve très intéressant parce que justement, il y a un débat, donc un débat permet d'améliorer un projet. Peut-être, il y aurait beaucoup de remarques que je souhaiterais faire, mais je ne vais pas trop monopoliser. Sur la question de risquer disons, en classant ces conventions, en fait, d'en faire quelque chose de figé. Alors, à mon avis, les conventions de Genève, il ne faut surtout pas les réouvrir parce qu'on n'arrivera plus à ce grand accord. On peut avoir des nouveaux protocoles, on peut avoir une 5e convention, mais les 4 conventions de Genève, telles qu'elles ont été signées par la totalité des pays, je pense qu'on peut en parler, mais il ne faut pas les rouvrir. Et donc, si on les classe et qu'elles restent comme ça, ce n'est pas un problème parce que les rouvrir, les grands, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir discuté avec beaucoup de gens et des spécialistes qui disent surtout ne jamais réouvrir les conventions de Genève, rajouter des protocoles, faire peut-être une 5e convention sur les questions climatiques, mais ces 4-là, les laisser. Et puis peut-être un deuxième point, après je m'arrêterai là. L'idée du classement, c'est quelque chose d'assez lointain. Le but, c'est vraiment une campagne pour mobiliser la société civile. Aujourd'hui, on sait que la société civile peut jouer un rôle déterminant. Il est évident que dans nos projets d'activité, il doit y avoir une correspondance avec les questions du droit islamique et avec une vision non pas occidentale et européenne de ces conventions de Genève, ça c'est évident. Mais la société civile, elle peut jouer un rôle très important parce qu'on l'a dit, les États ne bougent pas. Alors il y a urgence. Moi, si quelqu'un me donne une solution demain pour que les États bougent et prennent des mesures pour faire respecter, mais faire respecter, je pense que ça concerne en particulier notre pays, qui est quand même dépositaire de ces conventions de Genève. Qu'est-ce qu'il fait pour faire respecter? Donc oui, il y a urgence. Ça n'est pas incompatible d'avoir des solutions et une conférence des États parties avec une campagne qui mobilise la société civile, qui deviendrait un poids pour que les États, finalement, prennent des mesures par rapport à ce qui se passe. Merci. Merci. Nicolas Levoy. Merci beaucoup. 2 très brèves réactions. D'abord, à vos propos, Madame Anatole Gabriel, quand vous avez dit « on va transformer l'objet juridique en objet culturel ». Alors,
bien sûr, la culture, c'est important, c'est même essentiel, et tant mieux si les conventions de Genève deviennent un objet culturel, mais j'aimerais bien qu'elles restent aussi un objet juridique. Si vous les transformez, alors mon inquiétude que j'exprimais tout à l'heure se confirme. Donc, qu'il y ait une valeur ajoutée volontiers, mais une transformation, ça me paraît très dangereux. Le deuxième point, ça me fait penser aux fonctions de ces conventions de Genève. Irène, tu as parlé des dénonciations, de la possibilité de les utiliser, que le fait qu'elles soient utilisées, qu'elles soient connues. Je rappelle que pendant longtemps, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est un petit peu l'organe de mise en œuvre, je dirais exécutif de ces conventions, et je crois toujours aujourd'hui d'ailleurs, est assez réticent à utiliser les conventions pour dénoncer. Le but, du point de vue du Comité international de la Croix-Rouge, c'est de pouvoir œuvrer, de pouvoir invoquer les dispositions des conventions pour intervenir, y compris parfois sans dénoncer, ce qui peut être très discutable. Mais on ne peut pas non plus réduire la fonction de ce texte juridique. Et ça, c'est une évolution assez générale du droit international. Il y a une fonction incantatoire du droit aujourd'hui. On fait du droit pour pouvoir l'invoquer, pour pouvoir faire des conférences de presse, des COP, tout ce que vous voulez, et plus tellement pour le faire respecter. Et ça, c'est aussi un peu inquiétant, cette évolution. Et encore une fois, en 49 et de 49 jusqu'à récemment, je pense que le but, la fonction principale des conventions de Genève n'était pas tellement d'être un outil permettant de dénoncer ces violations, mais un outil qui permet d'intervenir pour essayer de les faire respecter. Bien sûr, droit de réponse. Merci Nicolas. D'abord, évidemment, je n'ai pas pensé au CICR pour dénoncer des violations. Ce serait absolument contraire à sa philosophie. Et même s'il a fait des dénonciations, il y a eu des appels, on a tendance à l'oublier complètement et à dire que le CICR s'est réfugié dans un silence prudent. Ce n'est pas du tout le cas. Mais effectivement, ça ne fait pas partie de sa philosophie. Et ça me permet d'ailleurs de revenir à un événement qui vient de se clore, qui était la 34e conférence de la Croix-Rouge et qui, dans une de ses résolutions, voulait, je cite, « instaurer une culture universelle de respect du droit international humanitaire », ce qui m'amène à plaider, puisque Madame Descrest, vous cherchiez des possibilités qui soient, alors peut-être à l'UNESCO et peut-être pas, mais en tout cas, apparemment, vous n'êtes pas la seule à vous poser des questions. Quand je parlais des gens qui étaient de plus en plus préoccupés, je ne parle donc pas du CICR, mais du grand public, qui, connaissant ces conventions de Genève, se dit qu'elles sont violées et qu'il faudrait faire quelque chose, on n'est pas seul. Et est-ce qu'en se réunissant, et notamment en prenant contact avec la Croix-Rouge, pour essayer de joindre ces différents efforts, je plaiderais effectivement pour garder les catégories juridiques et culturelles un peu à part. Les craintes de Madame Calmiret sont un peu les miennes. Elle parlait de muséification. L'histoire nous enseigne que quand on montre qu'on est faible, et là en l'occurrence c'était la première vocation donc de ces listes, c'était pour sauver les monuments en péril. Se dire en péril, c'est se montrer faible. Et par rapport à des gens sans scrupules, se montrer faible, ça veut dire qu'on peut y aller, que ces conventions n'ont absolument plus aucune importance. Donc vraiment, je plaiderais pour rester dans le domaine juridique, mais d'aller voir qui sont les personnes qui ont exactement les mêmes préoccupations. Et évidemment que le CICR, même s'il ne dénonce pas, observe quand même ces violations. Et il ne dénonce pas, mais il le dit quand même assez fort à la radio la semaine dernière. Moi, je dirais que transformer les conventions de Genève en objets culturels, je ne vois pas tellement ce que ça apporterait à la protection des gens qui travaillent sur le terrain, ni ce que ça pourrait apporter à la protection des populations civiles qui vivent dans des conflits ou dans des guerres. Donc, c'est quand même le premier objectif des conventions de Genève, hein, c'est quand même de protéger les populations. Et donc, la transformer en objet culturel, moi, je veux bien. Hein, bien, vous pouvez faire une jolie campagne, pourquoi pas, mais c'est réduire les conventions de Genève à la baguette de pain
pain parisienne, quoi. Voilà, on change plus la recette, on met ça au musée, et puis voilà. Non, moi je pense que les conventions de Genève ont un rôle. La Suisse est État dépositaire des conventions de Genève, et la Suisse, qui a reçu mandat de l'Assemblée générale de convoquer une conférence des États parties dans les 6 mois, elle ne doit pas le faire à un niveau basique, elle doit le faire à un niveau suffisamment important pour que la responsabilité des États membres qui ont, comme on l'a dit, ça a été signé de façon universelle par quasi tous les États. Et donc la Suisse doit faire de ça un événement qui met l'accent sur le respect des conventions de Genève. Et maintenant, ce qu'il faut faire de façon urgente, c'est d'enjoindre le gouvernement suisse de faire quelque chose qui se tienne debout. On a fait dépenser 15 millions de francs pour une conférence du Bürgerstock qui a servi à quelque chose puisqu'elle a rassemblé les soutiens à l'Ukraine. Mais ce n'était pas une conférence de paix. On a dépensé 15 millions de francs pour ça, alors on peut en dépenser autant pour le respect du droit international humanitaire. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, évidemment, on m'invite à préciser ma pensée, je vous en remercie. Bien, genre, il ne m'a pas semblé dire que transformer un objet qui est uniquement juridique en possible objet culturel lui retirait tout son caractère juridique. Et donc, si l'expression a induit cela, je m'en excuse. Ce n'était pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai plutôt voulu dire que cela rajoutait une couche de signification et que dans cette signification, il pouvait y avoir aussi des actions qui ne pouvaient que renforcer la qualité juridique de l'instrument. Et pour ça, donc, mais je comprends très bien que du point de vue juridique, et vraiment sincèrement, quand j'ai lu cette question, c'était aussi ma réaction. Donc j'ai regardé, mais Convention de 2003, non, c'est pas possible. Et en fait, je crois qu'il y a tout de même un travail de réflexion à faire sur les termes, sur le processus même. D'une part, oui, vous avez eu raison de le rappeler, c'est un État partie à la Convention qui propose inscription. L'État, ça peut être plusieurs États parties. Du premier constat. Donc oui, il est tout à fait possible que ce décentrement occidental se mette en œuvre à travers une inscription qui réunirait des États parties de différentes régions du monde. Ce serait utiliser le capital symbolique justement de ces conventions culturelles. Deuxième remarque, bien sûr, c'est tout l'intérêt de ces conventions de droit humanitaire. Il y a des organismes de contrôle, il faut faire rapport, une série d'ONG le font, l'HCR, l'UNICEF, la Croix-Rouge. C'est la même chose pour une convention du patrimoine, qu'elle soit matérielle, patrimoine mondial 1972 ou immatériel, c'est-à-dire que les États qui ont inscrit un objet sur la liste immatérielle font des rapports réguliers. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que oui, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces rapports? Eh bien, on va pouvoir mettre à la fois les violations, à nouveau, donc ça, ou les cas où justement ça a été respecté, et donc cela vient compléter un arsenal juridique. Ça vient compléter l'ensemble des rapports, des observations, des comptes rendus que l'on peut avoir sur une convention. Donc c'est un peu la même chose, ça double, je dirais, la couche. C'est un peu dans cet esprit-là, ça me semblait intéressant. Et troisième point, et j'en termine, cette question de la communauté humaine, de patrimoine de l'humanité. Ce qui est intéressant dans la Convention de 2003, c'est que, contrairement à d'autres conventions, elle met les acteurs sociaux, les acteurs culturels, comme les premiers gestionnaires des objets qui ont été inscrits. C'est-à-dire que là, et c'est une idée absolument formidable, la communauté qui serait concernée par la mise en œuvre des conventions de Genève serait toute la communauté humaine. Donc voilà, évidemment, on joue sur le symbolique, mais ce sont des idées, en tout cas, à approfondir, à développer. Merci.
Merci beaucoup. On peut peut-être alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui se baladent dans la... Oui, merci beaucoup. Ils ne se baladent pas tout seuls, donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Pour autant qu'on arrive à voir des mains qui se lèvent? Oui, monsieur, au deuxième rang, troisième rang. Bonjour, monsieur, dame. Frédéric Chevalet, ancien délégué du CICR et membre de la direction du CICR sous la présidence de monsieur Sommaruga. Écoutez, je vous ai écouté longuement. Alors, je souscris à ce qu'a dit monsieur Levrat et madame Calmiret. On n'a pas de musée Grévin en Suisse. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai traversé plusieurs guerres. J'ai traversé l'Angola, j'ai traversé aussi l'Afrique du Sud en 86. J'ai visité M. Nelson Mandela en février 86. Et M. Mandela m'a dit une chose très simple. Il m'a dit, souvenez-vous ce qu'a dit monsieur l'Allemand, comment il s'appelle, en 1860, qui disait que la force est au-dessus du droit, que la force prime le droit. Et en même temps que monsieur, je ne sais plus son nom, enfin, hein, voilà, monsieur Henri Dunant, avec Dufour, Monnoir et compagnie, ont signé les premières conventions de Genève en 1864. Donc, c'est à peu près une coïncidence assez étrange entre monsieur Brunswick, non. Ouais. Alors, enfin, voilà, et les conventions de Genève. Et je trouve quand même très intéressant qu'on veuille absolument enfermer ces conventions de Genève, alors que ces conventions de Genève devraient vivre, et nous ne sommes absolument pas à la hauteur des enjeux actuels. Et je souscris encore une fois à ce que dit Mme Calmiret, il ne faut pas faire un petit meeting, mais il faut véritablement réactiver véritablement les puissants de ce monde. Et les puissants de ce monde aujourd'hui, il y en a beaucoup, ce sont des barbares. Et M. Renan a dit une chose très juste, la guerre c'est une barbarie, et c'est généralement les barbares qui gagnent. Merci. Merci beaucoup. Ce n'était pas vraiment une question, en réalité, c'était une remarque, mais qui rebondit et qui fait écho à des choses qui ont été dites et des positions qui ont été défendues. Je ne sais pas s'il y a une autre main. Oui, alors de l'autre côté, on ne voit pas, je suis désolé, c'est un peu... Et ensuite, il y aura tout en haut. Ouais, ok. Merci beaucoup. Juste il ne faut pas perdre de vue que les États peuvent aussi se retirer des conventions. On a vu la Lituanie s'est retirée de la convention sur les armes sous munitions, cluster munitions, je crois que c'est les armes sous munitions. Et si il faut aussi avoir ceci à l'esprit, c'est que si on met des États beaucoup trop en peur, on peut avoir l'effet boomerang complètement contraire. C'est pas le souhait qu'on veut, et c'est pas sorti avec vous, mais les droits de l'homme et tous les droits humains et les droits de la crise environnementale. On a vu que on les appelait les mamies de Suisse ont gagné à la Cour européenne. Ça n'a pas vraiment eu beaucoup d'effet ni en Suisse ni ailleurs. Et pourtant, beaucoup en ont parlé, et pourtant, il y a des gens qui se collent les mains contre la Joconde ou jettent de la purée de pois chiches ou que sais-je. Donc, l'idée, pour moi, de dire on va inscrire les conventions de Genève, elles sont quatre, hein, donc il y en a une seule pour les civils, et pour les civils qui sont en condition de guerre internationale. Donc la guerre de Gaza, tout ce qui se passe en Gaza, il y a un article qui est bien court, qui parle de ça.
Mais tout ce qui se passe à Gaza échappe aux conventions de Genève. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et je vais juste arriver à la fin. Ne pas perdre de vue que ça peut faire vraiment effet boomerang. D'abord, il y avait quelqu'un au fond. Voilà, tout au fond. Vous êtes près du spot, c'est particulièrement difficile de vous voir, mais grâce à Céline, on sait que... Est-ce que le micro... Ouais. Oui, moi, c'était une question plutôt par rapport au... Vous avez dit beaucoup de choses par rapport au positionnement de l'opinion publique, des jeunes. Vous avez parlé de non-application des conventions du droit de l'homme, des sanctions, et aussi à l'appel de la Suisse de réaliser un grand meeting pour que qu'il y ait vraiment une vraie action au niveau des leaders. Mais moi, j'ai un peu une question, observation, déjà juste par rapport au rôle de l'Université de Genève, qui est une institution du gouvernement suisse. Il y a un peu une zone grise, en fait, aussi, parce que le droit humain, comment est-ce qu'on l'applique déjà aussi dans nos relations avec des États qui ne respectent pas ces droits humains? Je ne veux pas manquer de respect à l'Université de Genève, mais l'Université de Genève a beaucoup de collaborations. Moi-même, je ne suis pas étudiante, mais j'ai été voir le rapport que ces étudiants ont fait, qui est très intéressant, que je vous conseille d'aller voir. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait en tant que gouvernement ou institution publique ou l'opinion publique? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces États qui ne respectent pas les droits? Est-ce qu'on continue nos collaborations qui sont à hauteur de plusieurs milliards, ou déjà même l'armée suisse qui est en collaboration actuelle avec l'armée israélienne depuis très longtemps, l'armement, tout ça? C'est déjà aussi pour être pris au sérieux, si on veut organiser quelque chose au niveau du monde, devant les yeux du monde, à un niveau de l'État, comment... Je pense que la Suisse doit aussi se positionner. Et aussi, je pense qu'il y a une certaine omerta... Le micro ne marche plus, c'est pas grave. Voilà. Il y a une certaine omerta... Il n'y a pas de censure, le micro marche. Non, je vous crois, mais c'est justement... Je trouve qu'on a aussi beaucoup de peine de prononcer le mot Palestine et Gaza, vous l'avez dit, mais j'ai l'impression qu'on a attendu longtemps pour l'entendre. Et c'est pour moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut se positionner vraiment fortement pour avoir des résultats derrière? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux très compliqués, économiques et tout ça. Et en fait, c'est aussi le résultat d'un omerta qui date de plusieurs décennies. En fait, la question de Palestine, c'est quelque chose qu'on n'a pas réglé, mais depuis tellement longtemps. Et on voit un peu le résultat aussi maintenant. Donc voilà, ma question, elle est un peu quelle est votre opinion par rapport au positionnement du gouvernement, ou non, cette question elle est déjà trop énorme, des instituts suisses qui sont censés quand même, voilà, c'est l'université qui organise cette semaine des droits humains. Comment est-ce qu'on peut se positionner en tant qu'institut? C'est pas une question pour le modérateur, c'est une question pour notre vice-rectrice. Non, je plaisante. Peut-être on a le temps de prendre une dernière question. Il y avait une main qui était là, et puis on devra clore le débat parce que, comme vous le savez, il y a encore une suite de soirées. Donc peut-être, de nouveau, il faudrait de l'autre côté. Je suis désolé. On contribue à la bonne santé de notre porteuse de micro qui fait des tours dans la salle. Un cran plus haut. Ouais, voilà. Dernière question. Peut-être après, je proposerais que, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, mais chacune, en quelques secondes, soit vous répondiez à une question, soit vous donniez un mot de la fin, et on conclura comme ça. Et puis je repasserai la parole au président de la Semaine des droits humains, Frédéric Esposito. Oui, madame. Oui, bonsoir, merci. Voilà, ma question touche le domaine de l'éducation. Et en effet, moi je suis travailleuse sociale, rallier des gens qui partagent les mêmes idées, c'est pas finalement quelque chose de si ambitieux. Et il me semble que si on pouvait aller chercher à informer, à introduire un sillon de pensée critique dans des milieux qui ne sont pas au courant finalement des enjeux. Donc même par exemple peut-être dans des milieux qui sont plutôt à droite, plutôt des milieux qui sont défavorisés. Peut-être que là, en effet, au niveau du peuple, dans ce sillon de l'éducation, il y aurait un territoire où lutter et où en gagner du terrain. Et je trouve que l'absence de l'évocation de l'éducation m'interpelle
dans cette table voilà, ouverte, cette semaine que je trouve absolument fondamentale. Je dois dire que je suis absolument consternée de voir à quel point on est peu nombreux. J'espère que dans le courant de la semaine, on sera davantage. Mais l'éducation, quelle est la place de l'éducation dans cette préoccupation majeure qui nous concerne toutes et tous. Voilà, merci. Alors, le mot de la fin, en commençant par vous. Si. Non, chacun... On ne peut pas répondre. Si. Enfin, rapidement, je réponds en tant qu'historienne, donc je ne vais pas vous parler de l'éducation aujourd'hui, mais de dire que ce que vous proposez, c'est-à-dire d'investir la jeunesse dans un espoir qui est un espoir immense de paix, était extrêmement courant au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'on appelait la dernière des dernières, vous le savez. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été créée la Croix-Rouge de la jeunesse, l'idée étant que si ces jeunes se côtoient et vont aider des victimes ensemble, eh bien, ils ne feront jamais la guerre. La conclusion, vous la connaissez, je suis désolée. Non, c'était un volet éducatif plus large. Est-ce que, un petit mot pour conclure, si besoin, répondre à une des questions qui a été posée? Nicolas, tu commences? Il n'y a pas de micro. Minorité de genre. Non, j'ai bien compris que j'étais là que pour le gender balance, mais peut-être 3 points. D'abord, pour votre question, madame ou mademoiselle, qui étiez au fond, comment est-ce qu'on réagit face à des États, et généralement leurs armées, qui violent le droit international humanitaire? Je pense que cette question appelle une réponse différenciée. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions, des responsabilités différentes selon qui on est. Quand je dis qui, ce n'est pas des individus, mais évidemment, ici, à côté de moi, j'ai une représentante de Médecins sans frontières, le Comité international de la Croix-Rouge. C'est leur mission, c'est leur devoir d'aller travailler avec ces gens-là. C'est pas très sympathique, c'est même parfois pas beau du tout. Vous avez parlé de 2-3 témoignages, on ne va pas vous en demander plus, mais c'est nécessaire. Précisément, le droit international humanitaire, son but est d'être appliqué, et quand il est violé, il y a certains acteurs qui doivent intervenir pour essayer, au mieux de leurs moyens, de rappeler les règles, de pousser au respect des règles. Donc, il y a des acteurs qui doivent continuer à travailler, y compris avec les pires criminels. Évidemment, il y a d'autres, les États par exemple, qui ont cette responsabilité. Encore une fois, c'est tout à fait unique dans les textes juridiques internationaux. Les 4 conventions de Genève ont un article premier commun par lequel les États signataires qui ratifient ces conventions s'engagent non seulement à les respecter eux-mêmes, donc à ne pas les violer, mais à les faire respecter. Donc en fait, alors je ne veux pas rentrer dans les termes juridiques, hein, mais en fait, il y a une obligation de tous les États, c'est-à-dire de tous les États du monde, d'intervenir quand il y a violation du droit humanitaire. Alors ils ne le font pas, c'est vrai. Mais le texte juridique est clair. Hein, on parle parfois d'obligations erga omnes, etc., des grands débats entre juristes. Ici, on a une disposition de droit positif, donc qui est obligatoire, qui dit que tous les États ont la responsabilité d'intervenir. Alors vous avez raison, ils ne le font pas, mais il y a des rôles différenciés. Encore une fois, il ne faudrait pas que MSF ou le CICR disent « Ah, ça c'est quand même des gens qui violent le droit humanitaire, on ne va pas aller leur parler ». Par contre, il faudrait que les États prennent leurs responsabilités. Je serai plus bref sur les 2 autres points. Bien sûr, se coller la main sur une autoroute ou sur le pont du Mont-Blanc, même la CEDH qui condamne la Suisse pour inaction, c'est bien. Mais ce n'est pas des solutions à la crise climatique, ce n'est pas des actions. Là aussi, hein, il faut voir quelle est la fonction du droit et comment on peut l'utiliser. Alors oui, on peut l'utiliser pour condamner en disant bah, « vous ne l'avez pas fait, il va falloir le faire », mais ça ne le fait pas encore. Et celui ou celle qui s'est collé la main, courageux, mais ce n'est pas ça qui est une action pour le changement climatique, c'est juste une sonnette en disant il faut le faire. Donc là aussi, je pense qu'il faut réfléchir à ces différents niveaux. Oui, il faut rappeler, il faut haranguer, il faut tout ce qu'on veut, mais il faut aussi qu'il y en ait qui fassent.
Et ça m'amène à mon troisième point. Vous avez parlé d'une certaine prudence, que peut-être des États pourraient songer à se retirer des conventions de Genève. Là, je crois qu'il y a assez peu de risques. Il faudrait vraiment un État ou un gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui le ferait, particulièrement, non seulement mal inspiré, mais il faut savoir que les principaux connaisseurs et acteurs de la mise en œuvre des conventions de Genève, ce sont les militaires. Parce que c'est à eux que ça s'adresse aussi. Hein. C'est des règles sur le comportement pendant le combat, pendant la guerre. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, pas ce qu'on a le droit de faire, ça c'est pas le boulot du droit humanitaire, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ça voudrait dire qu'il y a des gouvernements qui prendraient le risque, parce que la plupart des militaires du monde, alors ils obéissent aux ordres, mais ils n'ont pas forcément envie de violer le droit humanitaire. Et ils savent que, le cas échéant, la protection du droit humanitaire peut aussi jouer pour eux. Donc, de ce point de vue-là, il y a des traités beaucoup plus, et des sujets beaucoup plus volatiles, je dirais, où la préférence politique peut jouer un rôle et il y a des risques. En matière de droit international humanitaire, j'ose espérer, peut-être je me trompe, mais je pense que ça serait très difficile pour un État de se retirer des conventions de Genève. Merci beaucoup. Oui, je vais être très très bref. On a entendu l'idée d'inscrire les conventions de Genève au patrimoine mondial comme une espèce de campagne pour mobiliser la société civile. Je crois vivement que la société civile est très bien mobilisée. On voit des manifestations un peu partout. Et évidemment, ça peut aider. Je crois que vraiment la société, ou c'est la classe politique qu'on doit essayer de mobiliser. Et là, ça peut être en campagne, mais c'est vraiment targeté, c'est vraiment ciblé la classe politique qui aujourd'hui semble endormie sur un état de fait, qui ne réalise pas les atrocités qu'ils ont commis en zone de conflit et qui reste comme s'il n'y a rien qui se passe. Je crois que c'est là où on doit être intelligent pour pouvoir cibler cette classe politique qui reste complètement endormie. Oui, un mot, Madame Decrès a parlé tout au début de son intervention, il n'y a pas de militants des conventions de Genève, il n'y a pas de militants pour faire respecter les conventions de Genève. C'est quelque chose qui m'interpelle, parce que je pense que effectivement la société civile pourrait jouer un rôle dans la mesure où elle pousse en avant la connaissance qu'on peut avoir de ces conventions et les conséquences du non-respect de ces conventions. Ça, je pense que c'est important. Maintenant, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est si, en mettant au patrimoine mondial de l'humanité les conventions de Genève, on ne va pas à l'encontre du but recherché, c'est-à-dire de responsabiliser les États qui ont signé ces conventions. Parce que je serais le président de la Fédération Russie ou le Premier ministre israélien ou un des dirigeants du Hamas, enfin pas les dirigeants du Hamas parce qu'ils ne sont pas représentés à l'UNESCO, mais je me dépêcherais de mettre les conventions de Genève au patrimoine mondial de l'humanité en faisant un instrument culturel. Donc là, j'ai un peu de peine, je dois dire, je suis un peu sceptique. Et je pense qu'effectivement, le meilleur moyen, c'est effectivement de pousser, et en particulier la Suisse, qui est un État partie, qui est un État dépositaire des conventions de Genève et qui se montre particulièrement réticente, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire à l'UNRWA, qui est incompréhensible. La position de la Suisse est tout à fait incompréhensible. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de mobilisation de la société civile suisse pour faire pression sur le gouvernement suisse. Et pour simplement ça, maintenir l'aide humanitaire à ces populations. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, je remercierais Madame Ducret-Warner si elle arrivait à mobiliser les gens pour pousser le gouvernement suisse à être un peu plus activiste dans ce domaine. Le mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais juste rebondir. C'est exactement la même idée, mais je pense qu'il ne suffirait pas de la Suisse, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser les réseaux sociaux et donc tout ce que, excusez-moi, peut-être pas l'éducation, mais les jeunes et leur très bonne connaissance d'outils qui commencent à nous échapper.
pour mobiliser des opinions publiques bien au-delà de la Suisse, pour faire pression sur les États qui apparemment n'arrivent pas à se mettre en branle eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes fassent pression sur ces États qui violent délibérément les conventions de Genève. Et alors là, on aurait le cas de figure qui avait été évoqué par Nicolas. Merci. Oui, pour conclure, simplement rappeler que d'une proposition qui me semblait effectivement peut-être incongrue ou en tout cas déplacée, je suis venue à être quasiment la défenseuse de cette transformation, donc c'est étonnant. Et ce que la réflexion que ça m'amène, c'est que en fait cette proposition, elle vaut parce qu'elle est intempestive au sens philosophique. Et que si cette inscription aboutit, ce n'est pas tellement l'enjeu, c'est justement tout le chemin réflexif, ce débat très contradictoire, avec des points de vue très tranchés, et qui montre que oui, c'est ça aussi, travailler, réfléchir au droit immunitaire, c'est savoir en discuter, réfléchir ensemble. Merci. Oui, merci. Juste peut-être une petite réponse. Le CICR a été contacté et ce projet a été discuté avec eux. Donc, s'il y a des moments où on peut unir les forces, pas de problème. Moi, ce que j'aimerais dire, et ça vient d'être dit, c'est que l'inscription, c'est pas ça qui va protéger des populations civiles. On est tous bien conscients que c'est pas parce que c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO que tout d'un coup, ça va protéger des populations civiles. C'est quelque chose qui est un petit peu l'explication finale pour montrer à quel point c'est de nouveau un patrimoine mondial et c'est notre humanité qui est en jeu. Et que c'est cette campagne qui est importante de mobilisation des acteurs inhabituels, y compris d'ailleurs les politiques. L'idée, c'est que les parlements du monde entier votent des résolutions demandant à leur gouvernement d'en faire plus. Mais de nouveau, une résolution d'un Parlement, on sait que les gouvernements ne sont pas toujours très enclins à les suivre. Alors, il n'y a pas de contradiction entre mener une action urgente en poussant la Suisse à faire son travail et une grande campagne qui mobiliserait la société mondiale. Moi, j'étais dans la campagne internationale contre les mines antipersonnelles. Je peux vous dire qu'au début, les pays, et c'était aussi incongru, on ne va pas sortir cette notion des mines antipersonnelles de la conférence de désarmement. Et grâce à la société civile, ça a été sorti. Il y a une convention ad hoc et maintenant qui est quand même signée par plus de 120 ou 130 pays dans le monde. Donc oui, la société civile peut jouer un rôle très important. C'est long, il faut la mobiliser. Si Micheline Calmiret a une idée de trouver une action qui demain convainc le gouvernement suisse de faire respecter les peuples, j'adhère tout de suite, mais le 75e anniversaire des conventions de Genève qui a eu lieu à l'ONU, sur la place des Nations, je ne sais pas de quoi ça a accouché. Bon, ensuite, la conférence des Croix-Rouges et la conférence des Croissants-Rouges, il y a une résolution en effet qui parle de la société civile, mais aucune action mentionnée. Aucun pays ou une Croix-Rouge, une Croissant-Rouge qui a dit maintenant on fait une liste d'actions possibles. Donc ça reste des mots, des résolutions, des textes. Et on espère qu'avec une grande mobilisation de la société civile, on arrive à pousser les gouvernements à faire ce travail, ce que j'ai dit avant, respecter et faire respecter. S'il y a d'autres idées, elles ne sont pas incompatibles, elles ne sont pas contradictoires. Plus on en fera, mieux ce sera. Et s'il y a une possibilité de faire changer l'attitude de la Suisse demain, je suis avec Madame Calmiret. Merci beaucoup à tous les membres de cette très intéressante table ronde. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues. Alors oui, on pourrait imaginer qu'il y a encore plus de personnes, mais c'est déjà très bien fréquenté pour un événement le lundi soir à 18h30. Croyez-moi, c'est difficile de mobiliser. C'est une autre question, mais qui est liée en fait à ce dont on discutait. C'est difficile de faire venir beaucoup de monde en fin de journée à l'université. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Si on comprend la proposition aussi comme pas seulement un but d'inscription en tant que tel, mais comme l'occasion de discuter, de débattre des conventions, il me semble que l'exercice était, de mon point de vue en tout cas, tout à fait intéressant et réussi. Et sans la proposition, on n'aurait pas consacré la table ronde d'ouverture au thème. Donc ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est petit comme résultat, mais on a pu débattre du thème. Donc merci beaucoup. Et merci à Frédéric Esposito qui a organisé aussi cette table ronde. Et je lui cède la parole pour la suite des événements. Merci beaucoup, Frédéric.
D'abord, moi, ça me réjouit beaucoup parce que je suis un éternel optimiste de voir que d'abord, il y a un état des lieux partagé avec des perspectives certes différentes, mais elles ont toutes comme point de convergence celui de la mobilisation. Et c'est plutôt réjouissant. Alors, on va dire qu'en Suisse, on est habitué à se mobiliser pour différentes raisons, mais je trouve réjouissant de voir qu'au fond, un des éléments conclusifs auxquels vous êtes parvenus, c'est qu'au fond, c'est un enjeu de mobilisation sociétale, citoyen, étudiant et de jeunesse. Et pour moi, je trouve que ça me réjouit au fond qu'on arrive à cette conclusion. Puis ça confirme aussi que l'université est un laboratoire de réflexion. Vous l'avez parfaitement démontré ce soir. Et je vous remercie très chaleureusement de vous être prêté à cet échange vif, constructif et toujours respectueux. On va rester dans la mobilisation puisque la soirée se poursuit. Je vous invite à monter de 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage, puisque nous allons accompagner Rim Battal pour sa lecture performée au premier étage donc du Nid du Four, sans prendre l'assemblée, qu'on va vous suivre, vous accompagner, Rim Battal au premier étage. Et pour ma part, je remercie encore chaleureusement nos intervenants, la vice-rectrice et tous les participants, en espérant vous retrouver dès demain pour la suite des événements de cette semaine. Merci beaucoup. Bonne soirée.